lundi 8 juillet. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Pour vous, au menu aujourd'hui, eh bien, c'est un retour sur le week-end de course qui se déroulait du côté de Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Au cours des prochaines minutes, j'aurai un collaborateur avec moi qui est Kevin Fontaine qui nous aidera à faire un retour sur ce week-end de course et déceler les petits détails qui nous ont sauté aux yeux, vous fournir les analyses, mais aussi passer à travers les faits saillants de ce week-end bien rempli. L'auteur du livre La Formule 1 au circuit, Gilles Villeneuve. Comment ça va, Kevin? Ben, ça va super bien, toi, Martin? Ça va super. On a eu un Grand Prix de Silverstone haut en rebondissement. Je pense qu'il y a plusieurs partisans qui l'attendaient depuis longtemps, celle-là. On va en venir plus tard. On va commencer par la Mhm. journée de samedi, si tu le veux bien. Silverstone, ben, il s'agit toujours d'un retour à la maison, non seulement pour la Formule 1, puisque c'est là que tout avait débuté, mais c'est aussi un retour à la maison pour les différentes écuries. On pense notamment à Mercedes ou à Red Bull qui sont à peine à 30 minutes du circuit, mais encore plus Aston Martin qui sont situés Mhm. directement en face. Là. Fait que pour eux autres, là, c'est toujours Ouais. c'est toujours un événement du calendrier que les équipes attendent avec impatience, non seulement pour les nombreux partisans qui se dirigent vers le circuit, c'est toujours autant couleur. C'est toujours un Grand Prix, là, non seulement pour le tracé aussi, qui est légendaire, même s'il a évolué avec le temps, Oui. mais ça nous donne toujours quelque chose d'assez impressionnant, autant lors des séances de qualification que lors des Grands Prix. Silverstone, est-ce que c'est quelque chose que tu affectionnes particulièrement? J'imagine pour un puriste comme toi, c'est un circuit que tu aimes bien. Là. Ouais, c'est un circuit, excuse l'expression, vintage, à l'ancienne, rapide, qui pardonne pas aussi parce qu'il y a des bacs à gravier. Pas alentour du circuit, oui, il y a des zones de dégagement, mais c'est un circuit à l'ancienne. C'est un circuit que la majorité des fans de Formule 1 apprécient et c'est un circuit aussi que les pilotes aiment beaucoup. Un circuit rapide, technique et c'est toujours plaisant de revenir là-bas à Silverstone. Ouais, moi, je compare ça un peu, c'est quasiment le Wimbledon du tennis. C'est juste, c'est une Ouais. question, c'est très près en plus, là, puis ça se passe de la même week-end. C'est un peu le Fenway Park du baseball, le Centre Bell Mhm. du hockey, le Yankee Stadium. Toutes ces places-là regroupées ensemble, là, c'est les places où Ouais. ça sent la Formule 1 quand on va là. Je n'avais pas été personnellement, j'ai pas eu la chance d'y aller, mais Effectivement. c'est tellement, ça saute aux yeux que même quand on le regarde à la télévision, on est capable de le sentir, ça. Ouais, il y a beaucoup de passion. Les fans anglais, ce sont des passionnés de longue date de la Formule 1. Ça paraît dans l'énergie. On l'a vu au cours de la fin de semaine là, avec tous les fans de que ce soit Hamilton, Russell, Norris. Ça paraissait beaucoup à chaque passage des pilotes anglais. Oui, exactement. C'est ça, ça aussi, c'est quelque chose qui ajoute à ça. Le nombre de pilotes anglais sur la grille, bien sûr, si on compte Russell, Norris, Hamilton, mais on peut aussi ajouter Albon à ça, parce que même s'il court Oui. sous le drapeau thaïlandais, ben, il est quand même un gars Mhm. qui est né là-bas, puis qui a fait, dans le fond, il a grandi là-bas, il a tout fait là-bas. Donc, c'est vraiment juste parce qu'il n'y avait pas de pilote thaïlandais, fait que c'était une façon de redonner à son héritage qu'il a choisi de porter ce drapeau-là. Séance de qualification, écoute, on a eu un très bon spectacle parce que non seulement Silverstone, oui, on dit tout le côté puriste, tout le côté technique qui est relié à ça, mais il y a aussi la température qui vient toujours être un facteur. Non seulement c'est une ancienne piste d'atterrissage, donc on a énormément de vent. Le facteur vent est vraiment quelque chose qu'il faut prendre dans l'équation lorsqu'on se dirige sur ce circuit-là. Mais il y a aussi la météo qui peut changer à tout moment. On peut pas annoncer qu'il va faire soleil, puis tout d'un coup, il y a un nuage qui dévie à la dernière minute, puis on se retrouve sous la pluie. Oui. Quand il tombe, de la pluie, il en tombe de la pluie. Donc, c'est comme ça que la journée de samedi a commencé. La troisième séance de Célib a pratiquement s'est dirigée sous la pluie. On voyait des temps de 1:30. Donc, c'était pas vraiment quelque chose qu'on pouvait se servir à moins qu'on ait à composer avec la pluie plus long dans le week-end. Mais pour ce qui est de la séance de qualification, eh bien, on commence, c'est encore un peu détrempé, ça commence à sécher. Puis là, à ce moment-là, au fur et à mesure que Q1, Q2, Q3 avancent, bien là, on commence à rouler sur une piste qui est plus asséchée. On commence à voir les temps baisser puis avoir une meilleure compétition entre les différents véhicules. Ça aussi, là, je pense qu'on a eu un spectacle, ça a commencé dès le samedi, on n'a pas été déçus. Là. Non, absolument pas. Et c'est ça. Troisième pole de George Russell. Un peu plus d'un dixième de Lewis Hamilton. Lando Norris, troisième. Donc, un trio anglais aux trois premières places en Grande-Bretagne. Donc, les fans ont été servis. Première fois depuis, Et c'est toi qui m'as envoyé la statistique, c'était la première fois depuis 1968, là, je pense, la dernière fois qu'on a eu trois Anglais sur une pole. c'est
À Silverstone, ben, au Grand Prix de Grande-Bretagne, c'est en 1962, il y avait Jim Clark, John Surtees et Ines Ireland. C'est pas un nom qu'on connaît beaucoup, Ines Ireland, là, mais c'est depuis 1962. La saison 1968, je crois que c'était au Grand Prix d'Afrique du Sud, donc en 1968. Mais en Grande-Bretagne, c'est en 1962. Donc, la dernière fois qu'on avait trois Anglais en pôle, c'était en 68, mais la dernière fois sur Silverstone, c'est 62. En Grande-Bretagne, effectivement. Donc, c'est impressionnant quand même. On penserait qu'avec le nombre de talents anglais à travers les années, les Damon Hill et ainsi de suite, Mhm. on n'aurait pas obligé d'attendre. Mais c'est quand même un hasard là, pour que ça arrive, là, que les trois, il faut quand même que tout soit aligné, qu'on ait des bonnes voitures au même Ouais. moment. Donc, la séance de qualification, tu le disais, George Russell qui décroche une pole position, il l'avait décroché à Montréal, mais cette fois-ci, il n'est pas arrivé à égalité à Max Verstappen. Celui qui le suivait de plus près, c'est la Mercedes de Lewis Hamilton, un doublé Mercedes on est venu sécuriser encore une fois, le Mhm. devant de la grille d'un Grand Prix. 82e fois dans l'histoire, c'est plus que n'importe quelle autre écurie. Quand on parle de Ouais. domination, là, Mercedes, c'est quand même pas une écurie qui est là depuis les débuts comme Ferrari ou même comme Williams qui est là depuis un certain temps. McLaren qui a beaucoup d'ancienneté dans ce championnat-là. Donc Mercedes est revenu en 2010. Donc déjà d'avoir Mhm. inscrit 82 fois, d'avoir été capable de placer nos deux voitures, les deux premières sur la ligne de départ, c'est quelque chose qui est tout un exploit. Donc, comme je vous dis, là, quand on remet ça en perspective, les gens qui trouvent qu'on a une domination qui s'étire du côté des Red Bull, là, pensez à ça. Là, 82 fois dans les 14 dernières années, on a eu deux Mercedes qui s'élançaient à l'avant. On peut aussi commencer à dire, là, moi, j'ai toujours été prudent avec ça à travers les dernières saisons, de dire est-ce que Mercedes est de retour? Mais là, j'ai pas de gêne à le dire. Mercedes est bel et bien de retour. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, on le voit depuis quelques courses, le Mercedes est là, autant en qualification qu'en rythme de course. Et ça, c'est beau à voir. C'est le fun à voir. C'est le fun de les revoir dans la bataille, je trouve. Et ça va donner du piquant là, pour la suite de la saison. Donc, c'est ça. Russell, Hamilton, Norris, troisième. Mhm. Verstappen, lui, il arrive dans le virage à grande vitesse. Si je me rappelle bien, c'est à Cop qu'ils ont eu des Cops, ouais. Cop. Il y avait de la difficulté avec. C'était bizarre parce qu'à d'autres places, ça semblait plus sec. Quand on arrive là, on arrive avec énormément de vitesse. Donc, il y a lui et son coéquipier Sergio Perez. Perez a payé encore plus cher la note, qui ont eu de la misère Mhm. à juger la vitesse qu'il pouvait prendre. Heureusement, Verstappen, même dans un dérapage, il réussit à faire mieux que Sergio Perez. Il a réussi à contrôler son dérapage pour ne pas venir se prendre dans le bac à gravier qui est situé là. Donc, il a réussi, il a fait exactement ce qu'on recommande. Il a continué puis il est allé chercher la zone de dégagement pour regagner le circuit. Par contre, ça lui a donné une excursion qui a été assez rocambolesque, là. Il a fait une montagne russe avec sa voiture. Et puis, quand on Mhm. sait que l'aérodynamisme en Formule 1, depuis l'effet de sol, tout est généré par le plancher. Donc, avant, c'était grave lorsqu'on abîmait le plancher, mais c'est deux fois plus vrai depuis qu'on est passé à l'effet de sol. Donc, ça, c'est venu vraiment compromettre le restant de sa qualification. On pensait même que la journée pourrait peut-être se terminer assez tôt pour lui, mais quand même d'aller signer une quatrième position, ça a été pour moi, ça m'a surpris. Je trouve que ça a été un accomplissement dans la journée de samedi, qu'il est venu encore limiter les dégâts malgré qu'on l'a amputé de l'aérodynamisme, surtout sur un circuit où on en a tellement de besoin. Donc, de faire une quatrième position, est-ce que ça t'a surpris, toi, qui a réussi quand même à faufiler sa voiture-là? Avec le talent que Verstappen a, non, mais avec l'handicap aéro que Verstappen a eu, je crois qu'il a perdu à peu près 100 points d'aéro sur sa voiture, là, sur la RB20. Donc, c'est quand même assez considérable. Mais, comme je dis, considérant que c'est Max Verstappen, que c'est un pilote extraordinaire, je me dis qu'il n'y a pas grand-chose, je dirais pas de, pas de pas spectaculaire, mais c'est Verstappen. Donc, c'était pas, c'était pas imprévisible. Donc, moi, je me suis dit, Verstappen peut faire à minima un top 5 et c'est ce qu'il a fait. Il s'est placé quatrième. Ouais, ça t'en prend en plus pour le compter battu dans une journée. Exact. Ouais. Mais du côté de Norris, moi, c'est l'évaluation que j'en fais. C'était la pole à Norris. C'est McLaren qui a échappé cette pole-là. Bravo à Mercedes, on est de retour. On a apporté la nouvelle aileron à Monaco, qu'on a continué de développer à Montréal. Mhm. On a surtout apporté
une modification à notre suspension, parce que le nerf de la guerre en F1, on le répète depuis quelques épisodes déjà, c'est là que ça s'est joué. C'est là qu'on a trouvé que Red Bull avait quelque chose que les autres n'avaient pas reproduit depuis le début du passage à l'effet de sol. Donc ça, on a vu là, tous les écuries pratiquement ont modifié la géométrie des suspensions depuis le début de la saison. Et c'est là qu'on a commencé à faire des gains considérables et de rejoindre Red Bull. Donc l'avantage que Red Bull avait sur les autres a diminué de course en course parce que non seulement on a fait les modifications, mais on a continué à comprendre comment apprivoiser ces réglages-là pour continuer à développer notre fenêtre de performance. Donc, pour moi, autant que Mercedes a fait du progrès, je pense qu'on a échappé la balle du côté de McLaren de ne pas signer cette pole-là. Effectivement. Puis en plus, on avait quand même pas mal d'améliorations là, chez McLaren. Là, on parle d'au moins 4-5 améliorations au niveau de l'aileron arrière, au niveau du beam wing notamment, et au niveau du cover engine. Là, j'arrive pas à le dire en français, là, mais c'est ça, au engine cover. Là, désolé pour le terme Ouais, anglophone, le mais c'est ça, couvert on a de apporté moteur, beaucoup. c'est ça. Ouais, ouais, non, non. Exactement. Ouais, ouais. Exactement. Oui. Puis c'est ça. On a apporté aussi des modifications chez Mercedes aussi. On en parle peut-être pas assez, mais il y a eu des modifications au niveau de l'aileron avant, l'aileron arrière. Et ça a été quand même assez intéressant de voir les performances qu'on a réussi à aller chercher du côté de l'écurie Mercedes. Et au final, ben, c'est eux autres qui ont réussi à tirer bénéfice de leurs évolutions. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un doublé en première ligne. En plus, tout le long pour la première fois de sa carrière, Norris avait été le plus rapide, première séance d'essai libre, deuxième séance Mhm. d'essai libre. On a Oscar Piastri qui semblait aussi être capable de se tirer d'affaire. Puis finalement, il se retrouve derrière Verstappen, comme tu le mentionnais, Mhm. avec 100 points de moins dans l'aérodynamisme, quand Ouais. même réussi à séparer les deux McLaren. On pouvait le lire dans le langage non verbal là, de Zach Brown. C'était pas du tout à ce qu'on s'attendait lorsqu'on s'est réveillé le matin et qu'on s'est dirigé vers le circuit. On s'attendait être capable de signer un doublé, de peut-être prendre de l'avance sur Red Bull. Puis là, on se dit, Mhm. avec tout ce qu'on a fait, avec l'avantage qu'on a gagné, on se prépare là, on est favori, puis on se retrouve encore à côté de la grille à se battre contre Verstappen après ce qui est arrivé en Autriche. C'était vraiment pas le résultat escompté. Parlant de résultats escomptés ou peut-être même de surprise, mais on va commencer à croire que c'est un habitué puisque il était là la semaine dernière, sixième, Nico Hülkenberg avec sa Haas. Mhm. Ouais. Là, moi, je vais t'avancer quelque chose, là, mais pour les gens qui considèrent Haas comme une risée, c'est terminé ce temps-là. Là. On ne peut plus rire de Haas. Non, effectivement, c'est une écurie qu'on faut commencer à prendre un peu plus au sérieux. Puis je crois que leur rival aussi au championnat des constructeurs devrait commencer à se méfier un petit peu. Là. Haas, là, ça commence à être du sérieux. Ils ont eu beaucoup d'améliorations là, au circuit de Silverstone aussi. Là. Ils ont apporté beaucoup d'évolutions et ça a payé, notamment avec Nico Hülkenberg. On ne l'a pas vu avec Magnussen là, lors des qualifications, mais Hülkenberg, chapeau, comme il en a souvent l'habitude de faire, capable de tirer profit parce que c'est un excellent pilote. C'est un pilote qui est capable de saisir les opportunités, souvent en qualification. Il a été souvent capable de le faire par le passé. Il a encore prouvé. Et voilà. Ayao Komatsu, directeur de l'écurie, on commence à pas s'ennuyer de Gunther Steiner. On s'ennuie peut-être de lui pour son franc-parler, puis surtout dans la prochaine saison de Drive to Survive. Mais pour les gens qui s'ennuient, ben, il fait des déclarations constamment, puis il travaille, je pense, qu'à la chaîne allemande. Là. Donc, on a encore Ouais. la façon de l'entendre. Mais du côté, dans les paddocks, là, si l'échange de Gunther Steiner pour Ayao Komatsu nous donne une écurie plus sérieuse, qui est capable de venir compétitionner, à l'avant du peloton, on n'a pas le choix de le dire, là, même si on n'est pas dans le top 3, top 4, on est quand même rendu que ça fait deux Grands Prix de suite qu'on place Hülkenberg en sixième. La semaine dernière, lorsqu'on discutait tu les avais mis même comme pilote de la journée, même tu trouvais que Haas avait fait un brillant travail en Autriche. Je t'avais souligné que je voulais peut-être tempérer un peu les attentes de dire qu'il y avait quand même trois grandes lignes droites en Autriche. Donc, c'était peut-être ce qui expliquait le fait on avait été supérieur à nos habitudes parce que normalement, même toi, tu l'avais souligné, en Autriche, c'est un circuit où ce qu'on fait bien normalement pour As. Mais d'arriver à Ouais. Silverstone et de poursuivre sur ce qu'on avait bâti, là, c'est là qui me fait dire que là, c'est plus une risée. Là, faut les prendre au sérieux. Puis en plus, quand on regarde le classement, on est devant qui? Ben, on est devant l'écurie qui fournit toutes les pièces qu'on peut acheter. Parce Mhm. que c'est comme ça que ça fonctionne chez As. On a reçoit une liste au début de l'année de ce qu'on a le droit d'acheter et ce qu'on doit absolument fabriquer. Mais on ne se casse pas la tête là, dans l'écurie américaine. Tout ce qu'on peut acheter ailleurs, on prend la liste, on place un bon de commande, puis on dirige ça
en Italie à Ferrari, puis on commande tout ce qu'on peut commander. Puis là, malgré ça, ben, on est devant Ferrari en Oui. qualification. Pas juste devant un. Tu sais, des fois, ça peut arriver une erreur comme ça. Pas juste devant Charles Leclerc, aussi devant Carlos Sainz, qui lui est septième. Mhm. Ouais, effectivement, et c'est quand même assez impressionnant parce que si je regarde les chronos, Hülkenberg, c'est en 1,26,338 et Carlos Sainz, c'est 1,26,509. Fait on parle un petit peu moins de 2 dixièmes, là. C'est quand même pas rien là, quand on considère la Ferrari par rapport à la Haas. Et ça, c'est sans compter Charles Leclerc qui n'a même pas atteint la Q3 non plus. Ça, il faut le souligner aussi, là, c'est pas rien là, quand on considère Leclerc comme étant un excellent pilote de qualification. Mais Hülkenberg a vraiment réussi à tirer le meilleur profit de sa race, donc chapeau à lui. Puis 2-2 pour Charles Leclerc. Tu te rappelles encore, je fais encore un retour sur le Grand Prix d'Autriche qui était seulement la semaine Mhm. dernière. On avait dit, Charles Leclerc avait fait une sortie de piste, mais une sortie de piste de pilote qui n'a pas le choix de pousser sa voiture au maximum. Un gars qui est tellement bon en qualification, puis qui est toujours sur la limite, mais là, la voiture décroche, puis il y a une petite sortie de piste, puis ça vient le nuire. Mais ça a été la même chose à Silverstone aussi. Mhm. On l'a vu, il a été obligé de pousser la limite, puis ça, c'est la preuve que le fait que ça décroche, c'est qu'il n'y a pas la voiture sous lui. Fait qu'il essaie de faire la différence, sauf que ça ne fonctionne pas. Fait que finalement, c'est un peu l'équation de risque et de récompense. Ben, on prend plus de risques, mais la récompense n'est pas là finalement. Donc, il se ramasse que, encore là, c'est pas la première fois cette saison. Là, il ne passe même pas la Q3. Et à l'image là, de Sergio Perez, mais au moins des fois, il passait la Q2. Mais disons, le résumé, c'est que Ferrari ne devrait pas être exclu du top 10, puis Ferrari ne devrait pas être derrière les As. Ça, c'est la base. Là. Ça ne devrait pas arriver. C'est la moindre des choses, ouais. C'est ça, exactement. Puis, parlant de belles performances, depuis quelques Grands Prix, ça fait 5 fois depuis le début de la saison qu'il a le dessus sur son coéquipier. C'est le Canadien Lance Stroll. On est sévère avec lui quand il faut l'être. Aston Martin traverse une période difficile. On est en train de perdre Mhm. du terrain. Non seulement on a perdu du terrain sur Mercedes, on a perdu du terrain sur Haas qui nous a dépassés. On a perdu du terrain sur Alpine aussi. On perd du terrain sur tout le monde qui est à l'arrière de nous. Là. Présentement, on commence à se faire devancer. Donc, puis Stroll, mais lui, il connaît quand même des bons moments, là, des moments où il est capable de se qualifier devant Fernando Alonso. Donc, est-ce que c'est le nouveau contrat? Est-ce que c'est on lui a enlevé un stress en faisant ça? Ça a fait l'effet contraire de ce ça a fait à Sergio Perez. En tout cas, j'ai pas la solution, la réponse à ça, mais sur un circuit comme Silverstone, c'est pas un circuit facile, c'est pas un circuit que je m'attends nécessairement à voir Lance Stroll ressortir, surtout pas en qualification parce que ça n'a jamais été sa force. Quand même, se place sa voiture au huitième rang. J'ai été content de le voir là. Oui, effectivement. Puis quand on regarde les écarts en qualification, euh, Alonso pointe à un petit peu plus d'1 seconde de la pole de Russell et Stroll est à 7 dixièmes. Donc, il y en colle quand même une à Fernando Alonso. Faut pas nier, faut souligner la belle performance de Stroll. Puis je trouve qu'il fait bien cette année, Stroll. Il a été assez, je dirais, maltraité par Alonso l'année passée. Là, ça a été assez intense, la comparaison. Mais cette année, il y a un balancement qui se fait. Et je trouve ça le fun pour Lens. Ça va lui faire du bien au moral, ça va lui faire du bien à sa confiance de pouvoir se dire, mais je suis capable de battre un double champion du monde. C'est pas quelque chose de facile à faire, battre Fernando Alonso, là. Ben non, ben non, ben non. Comme tu dis, double champion du monde. C'est un gars qui maximise toujours la performance d'une voiture. Mhm. Dans le fond, à l'image de tous les champions du monde, que ce soit, on a les Max Verstappen, Lewis Hamilton sur la grille qui nous le montrent, il est toujours capable d'aller chercher la limite de sa voiture. Donc, de voir un gars comme Lance Stroll être capable de mieux faire ou de trouver les bons réglages pour être capable d'en extraire plus de performance. Donc, c'est tout à son honneur. Donc, comme je vous dis, comme je te dis, je sais que je ne veux pas être pessimiste, puis je ramène souvent ça, mais je sais que Fernando Alonso a ralenti l'année dernière lorsqu'on approchait la pause d'été. Donc, il est quand même un pilote de 42 ans, sauf que ça, on peut le mettre dans l'équation, mais il faut quand même donner à Lance Stroll ce qu'il fait, c'est qu'il n'est pas juste une position devant Fernando Alonso. Là. Il est huitième, comme tu dis, il est beaucoup plus près de la pole position que son coéquipier. Mhm. Donc, ça, là, ça montre qu'il y a quelque chose qui se passe et je le trouve plus concentré. En tout cas, tu sais, on ne peut pas rien y reprocher. Quand il fait ça, c'est son travail, puis on ne peut Mhm. pas rien dire, puis on ne peut surtout pas avancer les choses que quelques personnes vont dire, il n'y a pas d'affaire en Formule 1. Quand il fait ces choses-là, ça enlève son nom de l'équation. Là. J'entendais
des différents, je ne peux pas me rappeler exactement c'est où, mais j'entendais des chroniqueurs mentionner que le nom de Lance Stroll dans les mêmes phrases que les Mazepin, les Nicolas Latifi, les Logan Sargent, puis j'ai sursauté quand j'ai entendu ça parce que j'ai dit c'est vraiment pas juste, il mérite pas, Non, c'est ça. c'est pas une bonne évaluation parce qu'il mérite pas du tout de se retrouver à travers ces noms-là. Parlant de belles performances, Williams avait une super belle livrée pour le week-end qui rendait Oui. honneur et qui rendait honneur à tous les personnes qui travaillent un peu plus en arrière-scène. Donc, on avait fait un drapeau britannique, mais en ajoutant tous les noms des personnes qui sont impliquées de proche ou de loin avec l'écurie Williams. Donc, c'était sur leur voiture. Ça l'a motivé Albon, lui aussi, comme on le disait, à la maison. Neuvième avec une Williams. J'étais content de le voir là aussi. Ça fait longtemps, là, c'est quand même une saison difficile chez Williams, donc c'est toujours le fun de les voir bien faire et de retrouver un top 10. Surtout que c'est une écurie légendaire en Formule 1. On est à Silverstone, donc on ne veut pas les voir en fond de peloton, là. Non, effectivement. Puis Albon est souvent capable de tirer profit de sa voiture, d'essayer de maximiser le plus possible de sa voiture, le plus de ce qu'il est capable. Et il a réussi à le faire en fin de semaine. Et tant mieux, je suis content. C'est le fun de voir Williams revenir à, bon, je dirais pas l'avant-scène, mais au moins passer la Q2 et se retrouver en Q3. Donc, bravo Albon, très beau travail. Et son coéquipier aussi a pas mal fait dans les circonstances en qualification. Ça, il faut le souligner, c'est important aussi à Logan Sargent. Ben exactement. Puis on va tout de suite passer à lui parce que dixième, on l'a dit, c'était Alonso. Puis Leclerc, ben, Mhm. on s'étirera pas là-dessus, là. Il l'a eu assez dur là, déjà qu'il faut qu'on parle de lui dans le deuxième bloc. Puis ça s'est pas amélioré. Là. Fait que oui, Logan Sargent, douzième. Mhm. 12e, là. Puis je le sais que je vais être fatigué avec ça. Les gens vont dire, OK, on l'a compris. Mais Silverstone, c'est pas un Grand Prix facile. C'est pas un circuit, c'est pas un circuit de ligne droite, là. C'est un circuit Mhm. technique. C'est un circuit de risque et de récompense. Donc, normalement, risque, récompense, c'est pas un bon mix avec Logan Sargent, normalement, là. Il y a plus de Mhm. risques que de récompenses. Puis les récompenses, normalement, lui, c'est un drapeau jaune pour les autres ou un drapeau rouge, puis des pièces qui revolent, là. Mais on n'a pas vécu ça Mhm. pendant la fin de semaine. Le 12e, moi, j'ai trouvé ça excellent. Puis en plus, les conditions n'étaient pas faciles. Non, c'était pas facile. Et au final, elle a réussi à battre en qualification les deux RB. Donc, ça, c'est quand même pas rien quand on regarde le niveau de la Williams et sans être méchant, le niveau de Logan Sargent. On réussit à devancer une Red Bull. On va y arriver. On a réussi également à devancer une Haas du côté de Sargent. Et les Alpines aussi qui ont été en difficulté. Donc, moi, je donne un beau crédit à Logan Sargent qui il a très bien fait en qualification. Il faut le souligner. Ça peut-être lui donner un petit peu de confiance là, à ce niveau-là. Ouais. C'est ça. Puis là, tu le mentionnes, RB, Tsunoda, 13e. Je passe assez vite sur eux autres parce que tu sais, ça va Mhm. pas bien, RB, là. On le sait. Je pense que la prochaine fois qu'on va dire, hey, on a des améliorations pour vous lors du week-end, je pense que RB va dire, ouais, t'es sûr? Parce que la dernière fois que vous nous avez amené ça, depuis ce temps-là, on est sorti du top 10. Mhm. Puis en tout cas, fait que c'est ça. Ça va pas super bien. Tsunoda, 13e. Joe, 14e, il faut le souligner. Belle performance parce Mhm. que Joe, là, il s'en allait nulle part, là. C'est un gars qu'il faut pas oublier. Présentement, il veut essayer de se trouver un volant ailleurs. Il y a des places qui ont déjà été sécurisées. On en a parlé vendredi, tu n'étais pas là, mais bien sûr, tu es au courant Mhm. que Oliver Berman arrive chez Az. On Ouais. a en ce moment F1 Podcast, mais on ne peut pas s'aventurer plus loin, mais on peut vous dire que Esteban Ocon, le feu vert a été donné de la part de Gene Haas. Donc, normalement, si tout va bien, si Ocon accepte, parce que ça prend, faut être deux, là. On peut pas juste, c'est pas juste Mhm. à Gene Haas de décider Ocon va être mon pilote, il faut qu'Ocon l'accepte. Puis Ocon est toujours en attente avec ce qui se Mhm. passe chez Audi aussi. Mais normalement, là, au moment où on se parle, on peut dire que Ocon a des bonnes chances s'il décide d'accepter l'offre d'être un pilote chez Haas la saison prochaine. Donc, on ferme des portes à Guan Yu Zhou. Oui, le fait que Audi n'aura peut-être pas Carlos Sainz et n'aura peut-être pas Ocon, peut-être qu'on va décider de garder un gars comme Joe qui est un pilote payant en Formule 1. On sait qu'il apporte beaucoup d'argent en provenance de la Chine, mais pour l'instant, il n'était pas payant en piste. Mais là, d'avoir une 14e place, je pense que ça tombe à point pour lui, là. Ouais. Ça tombe à point et peut-être que plusieurs semblent oublier, mais l'apport marketing de Guan Yu Zhou en Formule 1 est colossal. Le marché chinois, Guan Yu Zhou en Chine, là, c'est un héros national. Tout simplement. C'est un pilote extrêmement populaire. C'est lui qui a fait découvrir la Formule 1 au pays chinois. Donc, Joe, je ne dis pas que c'est pas un pilote extraordinaire, mais est-ce qu'on peut le compter hors course pour un backer 2025 avec ce qu'il peut apporter en visibilité au marché chinois? Je ne suis pas tout à fait sûr qu'on peut l'écarter.
Non, c'est ça, c'est ça. Je sais pas. En tout cas, ça reste à voir, là. Moi aussi. Pardon? Oui, oui, aussi, c'est ça, ça reste à voir. Il y a toujours la performance en termes de rythme et tout, mais c'est surtout, c'est ça, c'est l'apport marketing qui est quand même assez important de la part de Joe. Non, exactement. Tu sais, c'est toujours décevant parce que tu emmènes le bon point de dire l'effet marketing, mais il faut le dire, c'est un facteur. C'est un facteur Mhm. qui. On aimerait ça que ça soit moins pesant que ce que tu fais en course, mais c'est une Mhm. réalité, ce que tu es capable d'apporter. Tu mentionnes le Grand Prix de Chine, il n'y a pas si longtemps que ça, lorsque les Formule 1 allaient là, c'était pas rempli des estrades. On a construit des gradins énormes lorsqu'on a décidé d'apporter le grand cirque là-bas. Ben, il y avait des trous dans les estrades, il n'y avait pas nécessairement de l'ambiance. Puis Mhm. pour la première fois, parce que c'était un retour depuis longtemps avec la pandémie, toutes ces choses-là, c'est la première fois qu'on se présentait là-bas avec Guan Yu Zhou. Puis c'est comme si on avait complètement changé l'univers du Grand Prix de Chine. Il y avait de l'ambiance, il y avait les gradins étaient remplis. Et puis, on était unanime, là, contrairement à nous, ici au Canada, où il y a des gens que Lance Stroll leur passe bien loin par-dessus la tête, ou il y en a d'autres qui sont là justement pour pas prendre pour lui. Puis il y a quand même des gens qui le soutiennent. Mais là-bas, c'est unanime. En Chine, on était tous derrière Guan Yu Zhou, donc c'était beau à voir. Puis oui, énormément d'argent qui vient en provenance des pays asiatiques. Donc, c'est sûr que pour lui, pour une écurie qui veut un pilote payant, il rentre bien dans l'équation. Là, il remplit du moins cette côté-là du travail, ça, il le remplit. Ricardo, parlant de remplir son travail, eh bien, lui, ça va être Liam Lawson l'année prochaine chez Racing Bulls. On le sait. Ça a été mentionné Mhm. par Helmut Marco, je veux dire, de Dr. Marco. Ça sera pas Daniel Ricciardo. On ne veut pas laisser cette place-là, mais il y a encore une possibilité de peut-être remplacer Sergio Perez, sauf que 15e, oui, il est devant Perez, là, vous allez me dire, mais quand même, il me semble que j'aimerais ça en voir un peu plus de la part de Daniel. Bottas, 16e, Magnussen, 17e, lui aussi, il y a eu une erreur. 18e, Ocon, n'était pas content, n'a pas aimé le moment où on l'a envoyé en piste pour faire sa qualification. Perez, eh bien là, on va en venir à ça. Juste avant, je vous dis Gasly est 20e, mais Gasly n'avait rien à faire dans ces qualifications-là, puisqu'il prenait déjà une pénalité pour son moteur. Sergio Perez, là, il y a encore eu une erreur, on le sait, ça va pas bien. On lui a donné une prolongation de contrat chez Red Bull. Il échappe la balle constamment. La pression s'ajoute. C'est quelque chose qui traîne de Grand Prix à Grand Prix. Mais moi, là, Sergio Perez, j'ai de la difficulté avec quelque chose. Et je me demande pourquoi Red Bull ont décidé de poursuivre avec lui. Je regarde un gars comme Nico Hülkenberg. Je te l'ai mentionné déjà Ouais. depuis Ouais. quelques semaines, là. Moi, c'est Nico Hülkenberg qui devrait être assis dans une Red Bull la saison prochaine. Il était disponible. On avait l'opportunité chez Red Bull d'aller le chercher. On a décidé de poursuivre avec Perez. Pourtant, notre échantillon qu'on avait était assez grand pour se faire une idée claire qu'il ne ferait pas le travail. Oui, certains vont dire qu'il a terminé deuxième au championnat la saison dernière, mais il était quand même à 290 points de son coéquipier. C'est une année Ouais. d'exception. Parce que 290 points de son coéquipier, oui, ça le plaçait deuxième au championnat, mais cette année, il est déjà, après 12 courses, à 137 points. Et là, on n'est pas dans la même situation. 137 points, eh bien, ça l'emmène où? Ça l'emmène au sixième rang. Ça l'emmène Mhm. derrière un jeune comme Oscar Piastri. Puis ça pourrait même le placer bientôt huitième, puisque des gars comme George Russell, qui est seulement à 7 points de lui au classement, puis on a Lewis Hamilton, qui est huitième, qui est Mhm. à 7 points et à 8 points pour du côté de Lewis Hamilton. Donc un gars comme Nico Hülkenberg, là, je sais, ça te fait. On en a parlé l'autre jour hors d'onde, puis on avait déjà mentionné dans d'autres podcasts. C'est un gars qui aurait dû il aurait accepté haut la main un contrat de 2 ans. C'était pas un gros risque du côté de Red Bull de se commettre pour 2 ans. Puis je suis certain que même si on a offert 3 ans du côté d'Audi, on ne se pose pas la question deux fois. Hülkenberg, 2 ans chez Red Bull ou 3 ans chez Audi, il aurait été en courant, il aurait signé son contrat, puis il serait déjà prêt pour se joindre à l'équipe autrichienne la saison prochaine, là. Oui, effectivement. Et si on regarde en date d'aujourd'hui, Hülkenberg, il est aux portes du top 10 au classement des pilotes. Et Perez, ben, c'est extrêmement compliqué pour lui là, depuis plusieurs Grands Prix. Là. Et on a révélé des clauses dans le contrat de Sergio Perez, Martin. Et ça ne te dérange pas, je peux te les énumérer. Je peux t'en énumérer quelques-unes là, Ah ben que vas-y, je vois vas-y, devant moi. OK. vas-y, c'est super Donc, intéressant. Je veux que les gens, je suis sûr que les gens vont en apprendre beaucoup, là. On voit on peut dire qu'il est sur un siège éjectable. oui, ben, alors Perez doit améliorer ses performances avant la pause estivale parce que Red Bull peut
activer sa clause de contrat de se départir de lui, même s'il y a eu une extension de contrat. Et cette clause-là ne doit pas être plus de 100 points derrière Max Verstappen après le Grand Prix de Belgique. Et là, juste avant le Grand Prix juste avant le résultat final du Grand Prix de Grande-Bretagne, l'écart était de 119 points. Donc, ce qui était quand même au-dessus de ce qui était mentionné là, dans la clause du contrat de Perez. Ensuite, Sergio Perez doit être à au moins 5 places derrière Verstappen dans le classement des pilotes. Et là, en ce moment, oui, Verstappen mène le championnat des pilotes. Ça, c'est pas un problème. Mais lorsqu'on regarde le classement des pilotes en ce moment, Sergio Perez est 6e. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas. Et moi, je ne serais pas étonné au cours des prochaines semaines, ou du moins après la pause estivale, qu'il y ait un changement chez Red Bull. Parce que Qu'on là, ça va nulle part. qu'on essaie Daniel Ricciardo pareil? Je ne sais pas si ça va être Daniel Ricciardo. On va faire des tests, un test promotionnel avec Liam Lawson. Est-ce que Red Bull va être assez, je dirais pas courageuse ou plutôt assez fêlée pour aller mettre Liam Lawson aux côtés de Max Verstappen? Mais écoute, s'il y a bien une écurie qui peut le faire et qui n'a pas peur de prendre des risques, c'est Red Bull. Est-ce qu'on le ferait pareil même après s'avoir planté avec l'histoire Gasly puis Albon? Ça reste à voir. On pourrait peut-être avoir une surprise. Mhm. on- et encore là, seulement seul Red Bull le sait. Moi, j'affectionne beaucoup Liam Lawson. Je trouve que c'est un très bon pilote. Est-ce que ça serait prématuré de le mettre chez Red Bull tout de suite à remplacement de Perez? Probablement que oui. Mais si l'écurie lui fait confiance et se dit OK, on te donne le go pour y aller, montre-moi ce que tu es capable, si ça peut te donner une chance à 100%, même 110% d'être sur la grille en 2025, vas-y. Ouais. Ouais, de toute façon, on n'a rien à perdre présentement, là. Justement, Exact. on est en train de concéder des points importants au championnat des constructeurs, puis on veut pas ça. Puis, ben, c'est ça. Il est pas là. Il est pas là, Sergio Perez. On est, quand je mentionne justement un gars comme Nico Hülkenberg, là, Mm, je sais que je m'accroche, puis c'est réglé. Il a signé son contrat chez Audi, puis il s'en va là, on l'a échappé. On a mal fait notre évaluation du côté de Red Bull parce que c'était un gars qui cadrait dans ce qu'on voulait, un vétéran, un bon numéro 2, même s'il fait la job de numéro 1 présentement chez Haas, mais il aurait été capable d'être un bon complément pour Max Verstappen. Puis tu mentionnes Perez, que Hülkenberg est à la porte du top 10, mais on a aussi Perez qui est à la porte du top 10, sauf que lui, il est dans l'autre sens, là. Lui, il est en train il est à veille de sortir du top 10, là. Fait que, en tout cas. Mais, mais oui, exactement. oui, Lawson, moi, je tomberais à terre qu'on met Lawson chez Red Bull. Je serais même pas déçu, mais déçu pour le gars de dire, il faut pas le maganer. C'est un talent. Puis Mm, on a déjà bousillé un gars comme Alex Albon. Gasly, mm, peut-être que c'était peut-être moins grave, mais quand même. Mais un gars comme Albon, je me dis, il devrait être encore un membre de l'écurie Red Bull. Il serait probablement le mm. coéquipier de Max Verstappen aujourd'hui si on n'avait pas brûlé les étapes avec lui. Donc, j'aime mieux qu'on essaie Daniel Ricciardo, puis si on veut vraiment se débarrasser de Perez, qu'on ne veut pas l'envoyer chez Racing Bulls, mais qu'on mette Lawson plus rapidement aux côtés de Tsunoda pour terminer la saison, ça sera déjà de l'expérience de gagner pour l'an prochain. Mais je comprends pourquoi tu avances ça. C'est qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, on ne sait jamais. On l'a déjà fait à 2 reprises. Comme je te mentionnais, est-ce qu'on a appris notre erreur? Ben, on aurait pu dire qu'on l'a appris après l'erreur avec Gasly, mais on a quand même continué avec Albon, on l'a refait pareil. Donc, il y a Mm. l'expression qui dit jamais deux sans trois. Donc, Ouais. pourquoi pas? Ben, merci beaucoup pour ces informations-là, Kevin. C'est très apprécié. Je suis certain qu'on va avoir ça. Là, on a un peu plus une idée claire de c'est quoi qu'on a à vérifier pour les prochains Grands Prix. Il est déjà dans le trouble, il est déjà dans un déficit de points, dans un déficit de position parce qu'il s'éloigne de plus en plus de Max Verstappen. Donc, ça va être Mm. à suivre. C'est ce qui complète pas mal les séances de qualification de la journée de samedi. Maintenant, passons au dimanche au Grand Prix qui avait lieu, bien sûr, sur le circuit de Silverstone. Dimanche avait lieu le Grand Prix de Grande-Bretagne et on a eu un événement qui s'est fait attendre, 1945 jours exactement, pour avoir la 104e victoire de Lewis Hamilton. Il a choisi sa place pour le faire chez lui, à la maison, devant ses fidèles partisans. Euh, mais ça n'a pas été facile, dans le sens que
il a fallu qu'il travaille, il a fallu que ça lui a pas été donné, là. Il a fallu qu'il y ait, il y a eu énormément de changements de position. On a eu un gros spectacle tout au long de la course jusqu'à la toute fin. Bien malin, celui qui pouvait prévoir qui allait remporter cette épreuve. Côté spectacle, on peut dire que c'est un 9,5 ou un 10 sur 10, Kevin? Je dirais minimum 9. Un minimum 9 Minimum, c'est bon. pour le Grand Prix de Silverstone. Ouais. Ouais, 9 c'est bon, parce qu'on a eu des 4 à travers le temps, là. Pas cette saison, à part Monaco, là. Mais ben, c'est le Ouais. fun. En tout cas, j'étais content de le revoir là. Je pense que c'est bon pour la F1 qui gagne. Puis Mhm. surtout, ce que je suis content qui arrive, c'est que les gens qui avaient des théories pour dire que Mercedes ne travaillait pas pour Lewis Hamilton, mais plutôt contre lui, qu'on voulait aider George Russell. Mais là, ça vient terminer ces histoires-là, du moins pour un certain Mhm. temps. Je n'irai pas, pour reprendre la phrase de Toto Wolff, les pas de cerveau là, qui pensait ça, lui. Il les a baptisés comme ça. Mais je pense que c'est venu tasser cette histoire-là de dire on a gagné la semaine dernière avec George Russell, puis sans rien enlever à la victoire de Russell, mais ça va quand même en enlever un peu. Il n'a pas irrité de la victoire, là. C'était une vraie victoire de Mercedes. On a fait des dépassements, on a su capitaliser à des certains moments. On va en Mhm. venir un peu plus tard. Puis l'autre chose que j'étais content aussi, c'est que l'abandon, lorsqu'on a demandé à George Russell de rentrer au puits et puis de stopper la voiture, je me suis dit, aussitôt ça m'est passé en tête, je me suis dit, s'il avait fallu que ça arrive à Lewis Hamilton, on aurait entendu parler de ils ont fait exprès, ils l'ont fait rentrer au puits, ils ne voulaient pas qu'il gagne. Ouais. Ça aurait parti. Mhm. J'étais comme, autant qu'on ne souhaite jamais ça, puis Mhm. qu'on avait une bonne course avec les écrits du voiture, j'étais comme content de voir qu'au moins c'est Russell qui rentre au puits. Mais il n'y a pas juste la victoire, là, sa 104e victoire. Il a battu énormément de records aussi en gagnant ce Grand Prix-là. Est-ce que tu nous as préparé une petite liste, là? Je pense qu'on pourrait en dire jusqu'à demain, mais un petit résumé à peu près de l'accomplissement qu'il a fait aujourd'hui, là. Oui, ben c'est ça, comme tu l'as mentionné, 104e victoire pour Hamilton, 9e succès à Silverstone. C'est le plus de succès à un Grand Prix dans l'histoire de la F1. Il pourrait égaler ce record-là de 9 victoires à Budapest en Hongrie également, cette saison. Prochain 16e Grand année Prix. avec au moins une victoire. Oui, à Budapest en Hongrie. Il pourrait gagner son 9e Ouais. s'il réussit à le faire cette année. 199e podium pour Hamilton aux portes des 200. Il faut le faire, là, quand même. Là, c'est assez colossal. 11e podium consécutif en Grande-Bretagne, chez lui. C'est le 12e pilote le plus âgé à gagner un Grand Prix dans l'histoire de la Formule 1 à ce moment même aujourd'hui à 39 ans et 6 mois. Donc, également un record assez intéressant. Et c'est passé un petit peu plus de 17 ans de sa première victoire à Montréal, ici, en 2007, et sa plus récente, aujourd'hui à Silverstone, en 2024, pour 338 Grands Prix. C'est le plus grand écart entre une première et une dernière victoire en date d'aujourd'hui. Et au final, ben Hamilton revient à 1 point de son coéquipier et à 8 points d'un certain Sergio Perez au classement des pilotes. Ouais. Hey. Quand on parle que Mercedes est de retour, là, ça fait partie de tout ça, de dire qu'on a été capable non seulement de saisir l'opportunité en Autriche, mais là, cette Mhm. fois-ci, de se battre contre Red Bull, parce que veut pas, on l'a fait pendant la qualification, on a réussi à les devancer, même si Verstappen avait, avait endommagé sa voiture, on a quand même réussi à Mhm. placer nos deux voitures devant les Red Bull et devant les Mercedes, mais aussi devant les McLaren plutôt, mais devant Mhm. aussi Ferrari qui traîne la patte. Donc, on est vraiment en train de marquer un retour du côté des flèches d'argent, ce qui est bon pour la Formule 1, puis ce qui est bon pour le reste de la saison aussi, là, de voir ce qui me pousse même à une question. Je me dis, on parle pour parler, là, pour avoir du plaisir. Mais Mhm. je pense que c'est une bonne affaire que Carlos Sainz n'a pas décidé où ce qu'il s'en allait parce que je me demande s'il ne va pas conserver son siège chez Ferrari parce que Mhm. ça pourrait être que Lewis Hamilton dit ben, finalement, savez-vous, je vais rester chez Mercedes. Gardez-le, Carlos Sainz. Là, s'il y en a un qui pourrait le faire, c'est bien lui. Je pense que les obligations contractuelles vont y causer des problèmes s'il veut faire ça, mais quand même, là, ça doit commencer à y tourner dans la tête de voir où ce que Ferrari est rendu, Mhm. puis comment que la Mercedes commence à être capable de livrer la marchandise pour accomplir des belles performances comme ça, là. Penses-tu qu'il commence déjà à avoir des remords d'avoir décidé de quitter les flèches d'argent? Ben, dans un certain sens, tu t'en vas pour l'écurie la plus prestigieuse de l'histoire de la Formule 1. C'est le rêve de énormément de pilotes, de pratiquement tous les pilotes de courir pour la Scuderia. Donc, à un moment donné,
je dirais, pas toute bonne chose arrive à une fin, mais toute histoire se termine un jour et c'est ce qui va arriver à la fin de l'année. C'est un nouveau chapitre, c'est le dernier chapitre de la formidable carrière de Lewis Hamilton. Ça va être son dernier défi. Donc, je ne crois pas qu'il y ait nécessairement de regrets là-dessus. On pourrait être surpris l'année prochaine de voir ce qui va se passer avec Ferrari. Ça, l'avenir va nous le dire. Mais pour le moment, est-ce qu'il y pense? Seul lui le sait. Ouais, puis on l'a vu dans ses commentaires aussi, tu sais, il l'a bien mentionné, mon dernier Silverstone, et je voulais Ouais. remporter cette dernière course-là avec Mercedes. Même chose du côté de Toto Wolff, on mentionnait. Puis ça a été, tu sais, il y a eu plusieurs belles victoires en fin de semaine pour Mercedes parce que non seulement on signe la pole position avec George Russell, on a Lewis Hamilton qui remporte un premier Grand Prix, on le disait là, depuis 2021. Puis Mhm. on a Kimi Antonelli aussi qui a remporté une course au cours du week-end là, Oui, en la, Formule la 2. course sprint en F2 et sous la pluie et de façon assez dominante. Mais pour avoir regardé le Grand Prix, là, je me suis dit, OK, ça, c'est le jeune pilote étoile que je veux voir en Formule 1. Il a vraiment été super lors de cette course-là. Et là, on a peut-être tempéré un petit peu les rumeurs. Toto Wolff qui a dit il laisse la porte ouverte à Carlos Sainz encore à ce qu'on a pu comprendre. Donc, c'est pas 100% confirmé que ce sera Antonelli. Il a peut-être dit, parce qu'Antonelli connaît une saison un petit peu difficile en F2 en ce moment. Donc, il ne ferme pas totalement la porte à Sainz. Pas pour le moment. Il y a aussi le clan Antonelli qui a demandé qu'on le laisse tranquille. On veut, on Ben avait les oui. rumeurs à un moment donné, là, même si la FIA a permis qu'on pourrait techniquement le faire graduer en F1 parce qu'on a modifié le règlement là, sur l'âge. Mhm. Mais du côté Antonelli, bien sûr, là, les pilotes, surtout ceux qui ont autant de talent que ça, ils ont un entourage, ils ont des agents, des conseillers, des préparateurs physiques. Puis on a demandé à Mercedes de le laisser se concentrer. Mhm. On veut qu'il se développe en F2, qu'il prenne cette expérience-là. On n'a pas dit, on ne s'est pas aventuré de dire on veut qu'il fasse deux, trois saisons. C'est pas ça qu'on a dit. On a juste dit qu'il va terminer la saison en F2 puis on veut qu'on le laisse tranquille. Donc, je comprends ce que tu dis, là, on ouvre toujours la porte. Puis je pense que c'est de bonne guerre, autant dans le sens qu'on veut continuer à mettre de la pression sur Red Bull, à séduire Max Verstappen, de laisser peut-être croire qu'on pourrait essayer de soutirer le pilote étoile de l'écurie autrichienne. Mhm. On essaie aussi de pas trop se fermer la porte parce que si Antonelli n'est pas prêt, puis on a toujours Sainz qui attend, ben oui, c'est vrai que Sainz, c'est une très bonne alternative. Surtout que on parlait peut-être de faire un genre de, tu sais, une expression qui est bien connue au Québec, là, une expression de hockey, là, le reset sur le fly. On essayait peut-être de faire ça du côté de Mercedes, de repartir quelque chose, mais de l'autre côté, si la voiture elle commence à répondre puis on commence à se battre pour des victoires, est-ce qu'on veut vraiment un pilote qui est en développement ou on veut, même si on ne met pas en doute le talent d'Antonelli, ou on ne veut pas un pilote qui est capable d'apporter les points et de mettre la voiture sur le podium. Donc, je comprends là, que pourquoi on continue d'ouvrir la porte à Sainz, là, puis tu fais bien de l'apporter, là, parce que de toute façon, tant qu'il n'aura pas signé, on va en entendre parler, il va y avoir des possibilités partout. Même, on pourrait même relancer le débat que Sainz pourrait Mhm. peut-être avoir un offre de Red Bull dans les prochains jours aussi. Là. Je suis certain qu'il y a quelqu'un qui va sortir ça cette semaine. Là. Ça va ressortir ça que Red Bull a peut-être une porte ouverte pour Carlos Sainz, et avec raison. Parlant de Red Bull, eh bien, Max Verstappen, c'est une course difficile, mais encore une fois, on le sait, la crème finit toujours par remonter. Il a trouvé une façon, autant du côté de son écurie que de son côté, de terminer deuxième. Et s'il avait fallu que le Grand Prix de Silverstone ait un 53e tour, il aurait peut-être fallu qu'on continue d'attendre. Lewis Hamilton aurait peut-être dû patienter plus loin là, que depuis 2021 qu'il a eu sa dernière victoire. Là. Oui, c'est ça. Ben, Verstappen, il a maximisé ce qu'il devait faire aujourd'hui. Donc, deuxième place après s'être lancé quatrième. C'est une bonne opération. Il accentue son avance au championnat des pilotes. Il porte son total à 255 points. Le passage au pneu dur en fin de course aurait pu être un petit peu plus payant s'il avait bénéficié de quelques tours supplémentaires, comme tu as mentionné et tout. Mais c'est un bon résultat en toute somme là, pour le Néerlandais. Donc, bonne opération pour Max. Ouais. Red Bull, on s'attendait à un week-end difficile. J'en avais parlé vendredi, le fait que Mhm. Pirelli avait choisi les gommes plus dures pour le week-end. Donc, la gomme tendre était la gomme dure qu'on avait en Autriche. Donc, c'était quelque chose qui n'a pas nécessairement souri à Red Bull
depuis le début de la saison. Lorsqu'on passait en gomme dure lors d'un Grand Prix, on se rappellera à Miami notamment, on avait été incapable de regagner du terrain sur McLaren. Encore là, Mhm. oui, on avait du dommage à la voiture, mais l'écart était même pas proche. Même si on avait une gomme plus récente, on n'était pas capable de creuser cet Mhm. écart-là sur Norris. La seule raison pourquoi que ça l'a payé en fin d'épreuve, c'est que on n'était pas à jeu égal. Donc, on avait une gomme dure pendant que du côté de Hamilton, on est allé avec la gomme Town qui ne dure pas longtemps Ouais. sur un circuit comme Silverstone. Puis du côté de Norris, on en vient, il finit troisième. Je disais qu'en qualification, selon moi, on l'a échappé du côté de McLaren, mais en course, on l'a encore plus échappé. Je te fais ça vite, vite, là. Ce Mhm. que j'ai noté, moi, comme étant des erreurs, tu me dis si tu es d'accord avec ça. McLaren, eh bien, on fait l'erreur de laisser. Premièrement, l'erreur, c'est qu'on a laissé Piastri en piste. On n'a pas pris le risque de faire comme Red Ouais. Bull fait lorsqu'on domine une épreuve, de dire on va arrêter les deux pilotes en même temps. Parce qu'on normalement, on perd Mhm. du temps. Sauf qu'on a perdu beaucoup plus de temps en prenant pas ce risque-là et en laissant Piastri en piste. Ça nous a coûté très cher. On a sacrifié Oscar Piastri au moment dans cette course-là. Ensuite, on n'a pas utilisé les gommes médium pour Norris. On avait des gommes flambant neuves qu'on aurait pu mettre sur la voiture. Ça Mhm. aurait été un super bon compromis entre les tendres de Lewis Hamilton et la gomme dure de Max Verstappen. Je suis Ouais. sûr à 100% que la gomme médium était la gomme à mettre sur surtout qu'on l'a vu, il ne restait pas tant de tours que ça. L'avantage que ça l'a donné à Verstappen d'être avec une gomme plus durable, ça aurait été excellent pour Mhm. McLaren. Puis en plus, qu'est-ce qu'on a fait d'autre aussi? Ben, on n'a pas eu une très bonne arrêt au puits. Et ça, c'est dû au fait que Norris n'a pas été capable d'arrêter dans son carré. On sait, là, il y a une zone qui vient maximiser l'arrêt au puits. Donc, on n'est pas obligé de Mhm. forcer nos mécanos à se déplacer pour mettre le pneu. Donc, il ne s'est pas arrêté exactement où il devait. Donc, ça, c'est venu provoquer ben, une erreur, c'est venu faire perdre du temps. Donc, l'arrêt au puits a duré plus longtemps. Est-ce que tu es d'accord avec ça que encore là, on l'a échappé du côté de McLaren? Absolument. Comme tu as mentionné, mauvaise décision stratégique de McLaren. On aurait dû faire un double arrêt comme on l'a fait chez Mercedes, comme on l'a vu. Mais la décision a été tout autre. Et bon, malheureusement pour Piastri, ben, ça n'a pas été payant. Il a perdu dans l'équation et ça l'a privé potentiellement d'un podium, je trouve. Euh, Au final, c'est quand même 3-4 pour McLaren, mais on aurait pu faire mieux. Parce qu'on perd à Mercedes, ça fait pas si mal que ça parce que au championnat des constructeurs, c'est pas nécessairement la panique, là. Puis on gagne Non. sur Ferrari parce qu'on a quand Mhm. même Piastri qui a terminé quatrième, sauf que Mhm. on laisse Verstappen deuxième quand même. C'est encore Red Ouais. Bull qui a eu le dessus, malgré qu'on s'est battu peut-être avec un bras dans le dos tout au long du week-end parce que oui, Perez n'est pas là. On n'avait pas nécessairement c'est pas nécessairement ce qui nous souriait le plus de, comme je dis, les gommes qu'on avait, les réglages qu'on a choisis. On s'est battu contre ça, mais on réussit quand même, comme tu dis, à maximiser le nombre de points, pas faire un mauvais jeu de mots avec Max Verstappen, mais on a quand même réussi à maximiser Mhm. le nombre de points, puis il termine deuxième dans une. C'est toujours ça qui fait le plus mal de dire c'est beau, on finit troisième, quatrième, mais on aurait pu la gagner, cette course-là. Ironiquement, la dernière victoire de McLaren à Silverstone, elle avait été remportée par Lewis Hamilton. 2008, si je ne me trompe pas. Oui, déjà 2008, oui, Est-ce l'année que c'est de, ça? de son championnat du monde. Donc, Ouais. cinquième pour Saints, Ferrari, lui Mhm. il limite les dégâts. Il faut lui donner une bonne tape dans le dos à Carlos Sainz. Il y a même eu un moment où il a été très dangereux pour Max Verstappen. Quand la pluie Mhm. s'est mise à tomber, il était excessivement rapide. Il était le plus rapide en piste, je pense, mis à part les McLaren qui ont. Ça, c'est en début d'épreuve, il faut le dire. Là. Les McLaren, on dirait qu'il pleuvait pour tout le monde, sauf eux autres. Là. Puis, c'est ça, Sainz, la même chose, gagné Ouais, énormément de effectivement. positions. Hülkenberg, sixième. Très belle course, encore une fois. Stroll, septième. Alonso, huitième. Mhm. Donc, les deux Aston Martin dans le même secteur, dans les mêmes places de points. Alex Albon, neuvième. Je trouve que c'est encore là, tu peux pas vraiment demander mieux à Albon. Je pense qu'il a livré la marchandise. Là. Après ça, Tsunoda, Ouais. dixième, encore là. Pour du côté de Racing Bulls, mais on vient marquer des points, même si c'est un week-end qu'on pourrait quand même oublier. Là. Je pense qu'on voulait faire plus que ça. On a quand même, on s'est quand même fait devancer par Aston Martin puis par Williams. Sargent, Mhm. onzième. Ça, c'est assez incroyable. Ouais. Et au final, si on regarde le classement des pilotes, Logan Sargent n'est pas dernier. C'est impressionnant. C'est Valtteri Bottas qui est 21e au classement des pilotes. C'est la première fois de sa carrière qu'il n'est pas dernier. Là. Exact- Exactement. Mais il faut souligner, il a fait une belle course, Sargent. Pas d'erreur. Du moins, j'ai pas marqué. Donc, bravo à lui. Il en manquait pas gros pour aller chercher un point.
Mais c'est ça, en toute somme, là, ça a quand même été un bon week-end pour lui, il faut le souligner, ça va lui faire du bien. Va lui faire du bien. Magnussen, 12e, quand on pense à son coéquipier qui est 6e. C'est moi, je me Hmm. trompe. C'est la deuxième fois en autant de courses que. Non, non, la dernière course, on a marqué des points à deux voitures chez As. Donc, on marque encore des points Mhm. sixième, une sixième position là, chez As. Mais c'est sûr que Magnussen, on aurait peut-être espéré plus, mais et lui, il avait sacrifié, il avait grandement compromis son week-end avec sa qualification. Ricardo, 13e. Là, je reviens à ça, c'est vrai. On parle de monter Ricardo en mi-saison chez Red Bull, puis on n'a jamais parlé de Tsunoda. Mhm. C'est drôle, hein, comment le nom de Moi, Tsunoda. Ouais. personnellement, ouais, ouais, c'est ça, ben, je t'en avais déjà parlé et pas que je trouve ça dommage, mais écoute, je trouve que Tsunoda fait beaucoup de progrès depuis qu'il est en Formule 1. Euh, il est dans le cadeau au championnat des pilotes. Là, il est présentement 12e, il a 20 points. Ricardo, 13e, il en a 11. Peut-être que le tempérament un peu plus bouillant de Tsunoda ne colle peut-être pas à ce que veut Red Bull. Mais moi, je me dis, laisse-lui une chance. Il a prouvé que c'était le pilote numéro un de chez ARB, AlphaTauri auparavant. Tant qu'à ça, laissez-lui la chance, que ce soit pour une demi-saison, quitte à ça. Mais moi, personnellement, je lui laisserai l'occasion de se prouver à Tsunoda. Surtout dans la situation où ce qu'on est, pour prendre une décision. Est-ce qu'on aime Ouais. mieux avoir à pousser quelqu'un pour avoir des bonnes performances ou avoir à retenir quelqu'un? Parce que ça, Mm. le terme, là, avoir de la drive, là, Tsunoda, il y en a. Tsunoda, lui, Ouais. c'est peut-être ça qui fait peur. Puis le fait qu'il rouspète aux consignes d'équipe, ça, c'est peut-être ce qu'on veut pas non plus, là. Du côté de Red Bull, c'est peut-être ce qui nous fait peur. Sauf que en ce moment, Mm. on a un gars qu'on essaie, ça fait plus que 2 ans qu'on essaie de le motiver, pas qu'il n'est pas motivé, mais dans le sens que de concentrer ses efforts, être capable de performer dans un week-end. Mais du côté de Tsunoda, là, il est rapide. C'est un gars qui est parfois trop rapide parce que Ouais. il est dangereux. Moi, je l'appelle le cascadeur en Formule 1 parce que je trouve que c'est un des. On est tout de suite capable de savoir que c'est lui qui pilote une voiture parce que lorsqu'il entame des virages, ça a toujours l'air plus dangereux pour lui que pour les autres, là. Il a toujours l'air d'être à la limite de la voiture, puis d'être sur le bord même d'être en dérapage. Donc, mais lui, il va vraiment à la limite là, d'une voiture. Donc, c'est sûr que pour l'instant, tant qu'à avoir Sergio Perez qui va à la limite de ne pas être bien classé, mais on est bien d'avoir un gars qui pousse un peu plus, là. Mais là, lui, c'est ça. Fait que, Ricardo, là, c'est ça, je vous dis, là, on parle de lui pour le mettre là, mais quand même, il termine l'épreuve 13e. Termine quand même devant Charles Leclerc qui a connu un week-end épouvantable. Il semblait complètement démoli. Complètement démoli en entrevue après le Ouais. Grand Prix. Il ne sait plus quoi dire, là. Il manque d'arguments pour justifier pourquoi les week-ends vont si mal, pourquoi on prend des mauvaises décisions, parce que ça, il faut lui donner ça. La Perez, oui, il n'a pas eu un bon week-end samedi, dimanche, mais dimanche, du côté de Leclerc, puis autant de Perez, on a fait un peu une expérience, doter l'expérience de les mettre avant tout le monde en gomme intermédiaire, puis on forcé d'admettre aujourd'hui que c'était pas la chose à faire, là. Donc, Leclerc, t'as-tu quelque chose à dire sur Charles Leclerc ou c'est quasiment qu'on passe à d'autres choses, là? On pourrait dire qu'on passe à autre chose, mais je dirais que ça fait mal de voir Leclerc à un tour. Il s'est fait Ouais. prendre un tour. C'est ça que je trouve, c'est ça que je trouve catastrophique et encore le raté de Ferrari. Il y a souvent le fameux meme là, des stratégistes de Ferrari sur le muret des puits avec la face de. Ben, là, aujourd'hui, ça a été le cas. C'est clairement ça. C'est dommage, mais malheureusement, Leclerc a payé la note. Et au final, ben, c'est son coéquipier qui se rapproche encore plus de lui au classement des pilotes aussi. Là. Faut pas l'oublier. Quand on parle de Ferrari, là, justement, tu dis le meme où ce que c'est, je pense que c'est des clowns qui sont sur le bord C'est ça. du muret des puits, là. Mais on donne encore beaucoup trop de décisions à prendre à des pilotes qui sont en piste. C'est ce que j'ai pas aimé de McLaren aujourd'hui. Lando Norris, il a été dans une course, là. Tu sais, il y a des courses qui sont plus fatigantes que d'autres parce qu'on a toujours le côté physique, là. On veut pas les battements cardiaques. C'est comme faire un marathon, là. Toutes les fois que les pilotes disputent un Grand Prix de Formule 1, c'est comme s'ils disputaient un marathon. Même s'ils ne courent pas, sur le corps, physiquement, c'est le même résultat. Puis en plus, on demande de prendre des décisions de genre, hey, aimerais-tu mieux ces pneus-là, aurais-tu mieux ces pneus-là? Je pense que c'est OK de s'informer.
au moment, là, des fois, comment tu trouves ça ou comment tu trouves ça, c'est correct. Mais au moment d'un arrêt au puits, là, lorsqu'on est pratiquement en train de franchir la ligne des puits, on lui demande ce qu'il veut mettre sur sa voiture. Ça, c'est pas le temps. Puis c'était à McLaren de prendre la décision de l'envoyer en médium, puis on ne l'a pas fait. Là, je sais que je suis revenu en arrière, je parle de ça, mais c'est que quand on parle de Ferrari, de ce genre de décision-là, qu'on demande aux pilotes de se compromettre alors qu'ils sont en piste, mais ça nous emmène à des mauvais résultats. Et on fait encore ça chez Ferrari. Je pensais qu'on avait mis ça derrière nous. On demande à Charles Leclerc de prendre des décisions en piste. Et là, on a dit, on va te mettre en intermédiaire. Il a décidé de le faire. Peut-être qu'il aurait dû dire non, mais en même temps, il se dit, je fais confiance à mon équipe. Et ça, un jour, Charles Leclerc va perdre confiance en son écurie. Certains diront que ça devrait déjà être fait depuis longtemps, mais Charles, c'est un bon gars. Puis, mais la journée qu'il va vraiment perdre confiance, ça va venir compromettre des décisions pour le futur quand il va commencer à tout challenger. Pour l'instant, peut-être que ça serait le temps de le faire, mais lorsque ça va être le temps de gagner, on veut qu'on travaille ensemble, comme qu'on fait chez Red Bull ou comme qu'on fait chez Mercedes. Même si Lewis a tendance des fois à remettre en doute, quand même, il obéit à ce qu'on lui dit parce qu'il se dit ils ont plus de données que moi. Ça, du côté de Leclerc, et oui, il finit à un Mm. tour, ça fait mal. Les pilotes qui ont fini à un tour d'écart, eh bien, on a Ricardo, Leclerc, Bottas, 2 tours pour Esteban Ocon. Puis après ça, ben, Perez, 2 tours aussi. Ça, c'est. Il n'y a même pas de mots pour qualifier ça. 2 tours, Mhm. Joe, 2 tours aussi. Puis le reste, ben, Russell ne termine pas la course. Un problème sur son moteur. Certains ont dit, mais pourquoi qu'on le laisse aller? On ne l'a pas laissé aller pareil. Ben, on veut ménager le reste des composantes parce on est déjà limité dans Mhm. nos allocations moteurs pour tous les écuries. On est juste à la mi-saison. Donc, si on attendait d'avoir Mhm. un bris, que le moteur saisit ou un incendie ou quoi que ce soit, à ce moment-là, on serait venu sacrifier d'autres pièces du moteur, puis on ne veut pas se permettre ça. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas pris de chance, puis on l'a retiré. Puis Pierre Gasly, ben là, on avait décidé de Ouais. changer son groupe moto-propulseur pour le week-end, mais on a oublié de vérifier la boîte à transmission, la boîte de vitesse, parce que c'est ce qui a fait défaut dans le tour de chose. Ouais, effectivement. Oui. Un week-end complètement oublié pour Pierre Gasly et Alpine en général. Pour Russell, ce serait un problème du système d'eau Oui. sur la voiture, à ce que j'ai pu lire, là. Et il y a une expression qui dit la bérésina en français de France, mais là, on pourrait appeler ça la pérésina aussi dans le cas de Perez. Ouais, je disais que j'avais pas de mots pour l'expliquer, mais Ouais. t'en as trouvé un. Parce que, voilà, en tout cas, c'est ça. On l'a déjà passé, le Sergio Perez. Je pense qu'il va. En plus, le prochain week-end de course est dans 2 semaines. Donc, malheureusement pour lui, il y Mhm. en a 2 semaines à se faire varloper d'un bord puis de l'autre, puis à avoir les rumeurs sortir, pousser d'un peu partout, là. Mais c'est ça. Ouais. C'est lui qui est quand même responsable de ça. Parce que autant que par le passé, où d'autres pilotes ont des malheurs puis peuvent un peu blâmer des stratégies ou des erreurs d'écurie ou quoi que ça, mais d'un côté de Sergio Perez, c'est pas mal lui. L'unique responsable de ses malheurs, de ce qui arrive. Là, on ne peut pas vraiment mettre ça sur le dos de quelqu'un d'autre. Ton pilote de la journée, si je te demande ça, tu le donnes à qui? Euh, Moi, personnellement, écoute, pour aussi longtemps qu'il n'a pas gagné, moi, je le donne à Lewis Hamilton. Il a démontré à quel point ça reste un des meilleurs pilotes de la grille, puis qu'il ne faut jamais le tenir pour battu. Euh, une belle victoire, ça fait du bien de le revoir gagner, Lewis Hamilton. Une petite mention à Verstappen et à Nico Hülkenberg également. Ouais, moi aussi, je donne le pilote du jour à Lewis Hamilton. Oui, le fait que ça fait longtemps qu'il n'a pas gagné, mais le fait qu'il a travaillé cette victoire-là, à la fin, ça aurait été Ouais. facile, même si on le sait, c'est un septuple champion du monde, mais ça aurait été facile de faire une petite erreur, mettre une roue hors piste. Mhm. Je pense qu'il a aussi su ménager ses gommes tendres pour justement qu'il lui en reste juste assez pour passer la ligne d'arrivée. Ça fait partie des qualités d'un grand pilote. Ça fait partie des qualités Mhm. de Lewis Hamilton. Je pense que tout ça rentre dans l'équation. Puis le fait qu'il remporte le pilote de la journée, à un moment où ce que des fois c'est plus clair d'en nommer un. Comme je disais la semaine dernière, moi, j'avais énormément de difficulté à ne pas le donner à Verstappen avec tout ce qu'il avait fait. Là, on s'en rappellera, là, mauvais arrêt au puits, pénalité, tout ça, puis termine quand même cinquième, une crevaison, ainsi de suite. Mais il y a des week-ends où ce que c'est plus simple de nommer un pilote de la journée. Mais je pense que dans la course qu'on a vécue, oui, Lewis Hamilton l'emporte, mais parce qu'il en a fait beaucoup, parce que oui, on aurait pu le donner à Verstappen, on aurait pu le donner à Nico Hülkenberg. Il y a d'autres pilotes qui auraient pu se mériter ça, mais c'est vraiment Lewis Hamilton qui en a fait plus. Donc, encore là, c'est tout à son honneur. Dans la pluie, les dépassements, il a été patient aussi derrière George Russell, pas pris de risques inutiles au Mhm. départ. Il savait qu'il aurait son Effectivement. opportunité.
Ouais, c'est très mérité. Écoute, c'est pas le pilote euh, que j'affectionne le plus, mais je suis content de leur voir gagner. Honnêtement, ça fait du bien. Puis ça va faire du bien à la Formule 1 de revoir un septuple champion du monde sur la plus haute marche du podium. Ah oui, ben oui, comme on le disait en début, non seulement pour taire les gens qui commençaient à trouver des théories, là, ça, on élimine ça parce qu'on n'a pas besoin de ça en Oui. Formule 1. Puis, Ouais. puis il y a une grosse base partisane qui avait besoin de ça pour se mettre sous la dent. C'est long, là. C'est Mhm. comme quand une équipe ne gagne pas de match au football ou au soccer, peu importe dans quel sport, ou une équipe connaît des saisons difficiles, les partisans restent, sont fidèles, sauf que c'est pénible, c'est souffrant, mais au moins d'avoir ça, une victoire, puis ça devient un autre pilote différent, là, tu le mentionnais en début d'épisode, un autre pilote différent a gagné, encore une autre Mhm. écurie. On est, tu sais, autant que chez Ferrari, Sainz et Leclerc ont gagné. Chez McLaren, il y a seulement Norris qui a gagné, mais Piastri, ça pourrait arriver d'ici la fin de la saison. Il y a juste Verstappen chez Red Bull, mais là, les deux pilotes Mercedes en ont remporté une, et ça, dans les deux derniers Grands Prix. Donc, je pense que tout ça dans l'ensemble, c'est bon pour le sport. Ça met du piquant pour le Grand Prix d'Hongrie, prochain Grand Prix. Tu le disais, c'est une place qu'il affectionne particulièrement. Il est très bon Mhm. sur le Hungaroring, donc il va arriver gonflé à bloc. Donc, il faut surveiller Mercedes. Puis le Hungaroring, c'est un circuit normalement que même Mercedes, dans leur année difficile, était quand même capable de s'en tirer là-bas. On n'a pas de grande ligne droite nécessairement. Il y a beaucoup de courbes. Donc, ça va être intéressant de voir. Là, on risque de quand même être à jeu égal chez les différentes écuries, là. Effectivement, donc ça s'en vient. On n'est pas en quadruple header, on en a fait un triple, mais après ça, on va avoir le Grand Prix d'Hongrie et celui de Belgique, si je ne me trompe pas, avant la Ben, pause estivale. exactement, on retourne à Spa. Puis après ça, ça va être, comme tu dis, la pause estivale qu'on n'a pas faite nécessairement à 12 courses piles. Puis on dit la pause mi-saison, Mhm. mais ça va être plus. On va avoir Ouais. dépassé, on va être rendu à 14 Grands Prix lorsqu'on va s'en aller en pause. Donc, ça promet. Merci, Kevin, de t'avoir joint à moi aujourd'hui. On va en faire une habitude les dimanches lorsque l'horaire nous le permet. Là, c'est sûr que les courses en Australie, puis avec des fuseaux horaires un peu compliqués, là, c'est un peu difficile d'enregistrer nos podcasts à 3-4 heures du matin. Moi, je le fais, mais je n'ai pas d'intention d'imposer ça à d'autres, là. Si un jour tu veux le faire avec moi, ça va me faire plaisir, mais je comprends que c'est plus compliqué dans les horaires. Mais comme ça, quand ça le permet, les Grands Prix sont tôt le matin. On a la chance de, de, de faire nos analyses puis de se regrouper pour de choses. J'ai eu des bons commentaires, les gens t'apprécient beaucoup. Donc, je tiens à te remercier de t'avoir joint encore une fois ce dimanche pour qu'on puisse décortiquer ce Grand Prix-là. Ben, ça me fait un grand plaisir, Martin. Merci beaucoup à toi. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 8 juillet. Notre prochain rendez-vous sera vendredi avec notre formule entre deux courses où je recevrai deux de nos collaborateurs afin de discuter des sujets de l'heure dans le monde de la Formule 1. Entre-temps, je vous invite à nous suivre sur Spotify ainsi que sur les différents réseaux sociaux comme Facebook, X Twitter ainsi que Instagram. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite une excellente semaine.